La transparence, ce n'est pas le fort des abattoirs. Parce que vous avez... Parce que je réalise un reportage sur la viande halal. Quelle a été la manière dont la bête a été abattue? Absolument pas. Ça, on l'ignore complètement. Son poste ne répond pas pour le moment, vous la rappelez. Comme d'habitude, l'impact sur le consommateur est minimisé. Il nous amène dans son frigo pour nous montrer les morceaux de viande qu'il utilise. Des morceaux qu'il achète aux éleveurs de la région. C'est ce qu'il appelle de la viande propre. Qu'est-ce que vous appelez de la viande sale? Les produits sales, ce sont des produits comme ça que l'on destine pour les chiens et que l'on offre aux clients. Est-ce que des gens utilisent ce genre de produit pour faire des merguez ou des saucisses? Malheureusement, oui. Malheureusement. Bonsoir à tous. Voilà, je reviens avec vous avec une nouvelle vidéo. On va parler de la viande, donc le poulet et la viande qui nous vient de loin, qu'on va les acheter en grande surface. Soit on nous dit que c'est halal, que c'est pas vrai, soit que ça vient de loin, ils nous disent que ça vient d'ici, c'est des poulets qui viennent congelés, enfin, il n'y a aucune hygiène qui est respectée, etc. Donc, Pour vous montrer le faux halal qu'on trouve dans les magasins, ici par exemple, on a Bretagne Lapin qui vendent du lapin ici, lapin entier, avec un autocollant halal. Vous avez rajouté un autocollant. Le certificateur c'est AFS Agro Food Service, je sais pas ce que ça veut dire, avec un numéro de lot 22 12 50 000. Et quand on regarde dans le rayon d'à côté, le rayon où la viande n'est pas halal, on a exactement la même chose, le même produit, et surtout ici le même numéro de lot 22 12 50 000. C'est exactement la même chose. Les boîtes elles sont pareilles, l'intérieur est pareil, sauf qu'ici ils ont juste rajouté un autocollant. Voilà, l'autocollant tu le mets où tu veux en fait. J'ai même vérifié que sur d'autres produits, ici on a je crois Kefir Eco de lapin halal, encore avec un autocollant qu'ils ont rajouté ici. Et de l'autre côté ici on a la même chose sans autocollant. Après je me suis dit peut-être que je suis fou, alors j'ai été vérifier d'autres marques. Ici on a un produit qui est 2 escalopes de dinde qui n'est pas halal, tu vois, un produit classique, avec un numéro de lot, etc. regardez jusqu'à la fin parce que c'est important de s'intéresser à quoi on mange. Il va prendre du temps, il va prendre son temps pour expliquer. Pour les gens qui mangent de la viande halal et qui se trompent des fois, ils ne le savent pas, mais comme ça ils font attention. Et pour l'hygiène et pour beaucoup de choses qui concernent notre santé. Et moi je trouve qu'on a le droit de savoir et celui qui sait quelque chose il peut le partager avec d'autres personnes. Et comme c'est vraiment dangereux de voir ce genre de choses ou de consommer des choses qu'on nous cache, et c'est vraiment grave. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager. Franchement je trouve ça dramatique. Qu'est-ce qu'une viande halal? C'est une viande égorgée au nom de Allah. Bœuf, mouton, volaille, avant d'être consommés, ces animaux abattus vivants doivent être égorgés par un sacrificateur musulman. Alors que nous travaillons sur la réalisation de cette enquête, nous avons vu quantité de vidéos montrant des abattages halal. Des vidéos absolument insoutenables que nous avons choisi de ne pas diffuser. En revanche, afin de comprendre la manière dont les animaux sont effectivement tués, nous avons pris rendez-vous avec un ancien directeur d'abattoir dans le département de l'Aude. Castelnaudary, c'est la première étape de notre enquête. Cet ancien directeur d'abattoir avec qui nous avons rendez-vous s'appelle André Roux. André Roux, c'est de quoi il parle lorsqu'il est question d'abattre des animaux de façon rituelle et sans étourdissement. C'est quand même des pratiques qui sont barbares. Parce que vous avez un gros bovin dans un piège de contention qui est vivant. Vous avez les stabulations. Et de la stabulation, vous avez les couloirs d'amener jusqu'à un piège de contention. Piège de contention, veut dire tenue. Donc vous avez le gros bovin qui rentre dans ce piège de contention. Vous avez sous la tête du gros bovin, vous avez un vérin qui lui étend le cou et le sacrificateur lui tranche carrément la gorge. Ce sont des souffrances que doivent endurer les bêtes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça dure entre 5 et 10 minutes. Vous avez vu ça, vous, André? Oui, oui. Vous l'avez vu? Oui.
oui. Quand je suis rentré en 95 à l'abattoir de Castelnaudary, les sacrificateurs faisaient comme ça. Ils tuaient les gros bovins avec ce type avec cette méthode. Bon, moi, j'avais dit, je ne suis pas d'accord sur cette méthode parce que c'est des méthodes barbares. André Roux décide de faire cesser cette méthode et impose que les animaux soient préalablement assommés. Car au-delà des méthodes barbares qu'il dénonce, il y a selon lui un danger sanitaire considérable. Alors, le risque, c'est la contamination par la bactérie Escherichia coli. Ça, tous les professionnels dignes de ce nom vous le confirmeront. Ou alors, ce n'est pas des professionnels. Et la grande distribution dans tout cela? Emporté par l'opacité et le flou gigantesque qui entoure ce dossier, une grande surface peut vendre de la viande halal sans le savoir. Pourquoi? Précisément parce que l'étiquetage n'est pas obligatoire. Confirmation d'un patron qui a accepté de nous parler. Il est dans l'est de la France. Lorsqu'on lui demande s'il sait de quelle manière les animaux qu'il achète ont été abattus, voilà ce qu'il répond. Absolument pas. Ça, on ignore complètement. Dans l'hypothèse où on travaille de la viande halal, effectivement, pour que la viande soit estampillée halal, on a besoin de savoir si réellement la bête a été égorgée ou plutôt préalablement. Ça, vous avez besoin de le savoir, évidemment. Ça, on a besoin de le savoir. Sinon, elle ne peut pas être étiquetée halal absolument. La seule chose qui nous importe, aujourd'hui, c'est la provenance et l'origine. Voilà. Parce qu'en fait, dans le métier de la viande, il y a deux choses. Notamment sur la viande de bœuf, je dirais essentiellement, vous avez ce que l'on appelle, soit on achète en bête entière, soit on achète en catégoriel. En bête entière, il y a une traçabilité, vous savez exactement d'où vient l'animal. Quand on achète en catégoriel, on ne sait pas, on connaît la provenance, c'est-à-dire elle est UE, Union Européenne, mais ça s'arrête là. Est-ce que vous pensez, monsieur, que vos confrères, patrons de grande surface, sont aussi dans la même, j'ose le mot, ignorance? Je pense qu'ils sont dans la même logique, effectivement. La transparence, ce n'est pas non plus le fort des abattoirs. Nous avons cherché à en joindre, nous en avons appelé des dizaines, comme celui-ci par exemple. Toutes nos demandes, toutes les questions que nous souhaitions poser n'ont obtenu pour seule réponse qu'un silence abyssal. Pour savoir si je pouvais entrer en contact avec quelqu'un de la direction, parce que je réalise un reportage sur la viande halal. Alors, vous aviez laissé vos coordonnées. Son poste ne répond pas pour le moment. Vous la rappelez un petit peu plus tard? J'ai appelé déjà un bon paquet de fois. J'ai laissé. Alors, par contre, elle s'est absentée. Est-ce que vous pouvez rappeler en fin de matinée? Vous demandez, madame... La viande française est donc envoyée sur le marché du halal, marché récent, faut-il le rappeler, 50 ans tout au plus, dans une indifférence quasi générale. Indifférence de la plus grande partie des gouvernements, des politiques. Hormis des exceptions, les agriculteurs n'ont aucune idée de ce qui advient de leurs animaux. Le sauraient-ils d'ailleurs qu'ils n'auraient sans doute pas beaucoup de marge de manœuvre? Il faut bien qu'ils vendent. Ceux qui s'opposent à ce genre de pratique semblent de toute façon bien peu nombreux. Ces bâtiments ultra-modernes n'empêchent pas Adélire de produire ici l'un des poulets les moins chers du monde. 35% moins cher qu'en France. Pour parvenir à un tel résultat, rien n'est laissé au hasard. D'abord, Adélire travaille pour une très puissante coopérative, la Copacol. Une institution qui fait vivre les 16 000 habitants de Cafélandia, la ville voisine. Elle possède même le supermarché local. C'est le plus gros employeur du coin. Dans son usine de 140 000 m², ce géant a tout rationalisé pour produire des poulets à un prix imbattable. C'est un spectacle stupéfiant. Une efficacité redoutable alliée à un très faible coût. Chaque jour, 340 000 bêtes passent sur ces lignes de production.
Pour gérer de telles quantités, l'usine fonctionne à un rythme effréné. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moïse est le chef de cet atelier. Il a sous ses ordres 4000 salariés. Nous commençons l'abattage à 3 h du matin, jusqu'à 13h30. Puis la deuxième équipe prend le relais de 14 h à 1h30 du matin. Pendant la nuit, on stérilise les machines, donc on peut dire que l'abattoir ne s'arrête jamais. Ici, tout est mécanisé au maximum. Cette machine désosse et sépare le poulet en deux. Ici les pattes et de l'autre côté, le buste. Au bout de la chaîne, 200 millions de filets de poulet sortent chaque année. Ils sont exportés, notamment vers la France. Pour bien présenter le produit, cette fois, il faut travailler manuellement. L'avantage au Brésil, c'est que la main-d'œuvre est très peu chère. Les salaires sont dérisoires. Aujourd'hui, nos ouvriers sont payés en moyenne 375 € par mois. Charge incluse, un employé brésilien coûte 5 fois moins cher qu'un employé français. Pour cet abattoir, comparé à une entreprise hexagonale, cet écart de salaire permet d'économiser plus de 100 millions d'euros par an. Et pour tirer le prix de revient encore plus vers le bas, la coopérative brésilienne a trouvé un autre moyen. Dans la salle d'à côté, nous découvrons d'autres ouvriers. Des Haïtiens chargés de la manutention. Des travailleurs fraîchement immigrés ici, comme Mon Désir. Il y a encore des cartons. Lui et ses compagnons affirment être payés 100 € de moins que les ouvriers brésiliens. Mon carnet de travail a été signé pour environ 876 réals. C'était pas vraiment mon rêve, mais cependant c'est le travail, donc je travaille. En plus de cette main-d'œuvre bon marché, le Brésil peut compter sur d'autres atouts pour envahir le monde entier avec ses poulets. Main-d'œuvre bon marché. Résultat, ce poulet brésilien connaît un succès mondial. Son prix, l'un des plus bas du monde, séduit partout sur la planète. Dans ces palettes, des morceaux de poulet congelés attendent de partir vers une quarantaine de pays. Ces cartons vont au Japon et à côté à Singapour. Celui-ci part en France, au Havre. Sur chacun de ces cartons, l'étiquette « Fabriqué au Brésil ». En France, ce poulet brésilien, vous pouvez surtout le retrouver dans ce type de plat préparé. Pâte au poulet, émincé de poulet, ou encore façon risotto. Sur ces produits, aucune loi n'oblige les industriels à mentionner sur l'emballage l'origine du poulet. Mais s'il permet de payer toujours moins cher ce type de produit, le poulet brésilien met aussi en fureur les éleveurs français. T'as tout compris. Ils en sont convaincus. L'importation de poulet est en train de les ruiner. Pierre est éleveur. Il a fédéré autour de lui une vingtaine d'exploitants. Tous se battent pour leur survie. Dans leur collimateur, les industriels qui fabriquent leurs plats préparés avec ce poulet made in Brésil. On va y aller parce que... Très souvent, sans prévenir, ils s'invitent en délégation dans leurs usines. Nous les accompagnons en caméra cachée. Devant celle-ci, le patron, surpris, est un peu énervé. C'est bien, c'est bien. C'est quoi l'objet là? C'est qui sont? Ce sont des agriculteurs. D'accord, donc on va prendre rendez-vous déjà, puis vous allez revenir me voir. Mais Pierre et ses amis sont tenaces. Ils veulent voir son stock de volailles. Après quelques minutes de négociation, le directeur accepte de leur montrer ses entrepôts. À première vue, la viande est bien française. Ça vient des Deux-Sèvres. 79. Mais un peu plus loin, les éleveurs tombent sur de la volaille d'importation. Origine quoi? Des cartons en provenance d'Allemagne. Et qui peuvent même parfois venir de plus loin. C'est ce que nous confie le patron de l'entreprise. Le poulet que vous importez vient d'où? Essentiellement, donc, il y a des pays de l'Est. Pologne, il peut y avoir aussi la Roumanie. Pas de poulet brésilien cette fois-ci. Mais il y a quelques mois, ils en ont trouvé dans cette usine bretonne.
En plus de la volaille brésilienne, elle en importe aussi de Thaïlande. À titre de preuve, Pierre et ses amis éleveurs emportent avec eux les étiquettes de ces produits qui causent leur ruine. Évidemment, c'est beaucoup plus lucratif de travailler avec de la viande comme ça à bas prix. Tout est une histoire de prix. Et puis c'est tout, point barre. Donc il y a plus de bénéfices à se faire à travailler avec de la viande comme ça, étrangère, qu'à travailler avec de la viande locale. Ce qui met d'autant plus en colère les agriculteurs, c'est que l'actionnaire de cette usine qui importe des poulets du Brésil est un groupe présidé par une figure qu'ils connaissent bien. C'est même leur premier défenseur. C'est lors du Salon de l'Agriculture à Paris que nous le retrouvons. Il s'agit de Xavier Belin. Bien, mesdames, messieurs, chers amis. Le président de la FNSEA, la Fédération des exploitants agricoles. Il y a une demande au fond des consommateurs de réidentifier dans son alimentation de l'origine, du patrimoine, de l'identité, de la culture. Ce jour-là, il se fait l'apôtre du terroir français. Je le répète, très ouvert. Je défends d'abord une agriculture française, des produits français et des filières agroalimentaires françaises. Lorsque nous lui présentons les étiquettes recueillies dans l'usine Farmor, Xavier Belin admet que pour être rentable, l'entreprise est obligée de se fournir aussi à l'étranger. Vous reconnaissez qu'il y a de l'entrée de poulets brésiliens massifs dans cette usine? Si ça voulait me faire dire, la réponse est oui. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'illégalité quand on fait venir des viandes du Brésil ou d'ailleurs. Des importations légales, bien sûr, mais qui illustrent les tiraillements de toute une filière, toujours tirée vers des prix plus bas. Des prix qui font aussi le succès du poulet d'entrée de gamme auprès des clients. En moins de 10 ans, la consommation a augmenté de près de 15%. On a créé les conditions d'une fraude massive invisible. En cause, la flambée des prix de certaines matières premières comme la viande. Pour maintenir leur marge, les industriels décident désormais de vendre moins pour gagner plus. Dans les hypermarchés, nous avons constaté l'existence de nouvelles fraudes, des fausses promotions sur le poids. Enfin, nous nous sommes penchés sur les nouvelles recettes des plats préparés. L'eau, l'ingrédient low cost par excellence, est désormais utilisé pour alourdir les portions. Quand on vend l'eau au poids d'un autre ingrédient, c'est tout bénéfice pour l'industriel. Enquête sur le véritable poids de nos aliments. Cette cliente souhaite acheter 4 côtes d'agneau, une des viandes les plus chères de la boucherie. Ça c'est 40 € le kilo. Ça. Voilà. Là ça fait 3,39 € pour une côte d'agneau qui fait 85 grammes. Donc retirez le gras. Mais en quelques secondes, cette côte d'agneau à 40 € du kilo va subir une cure d'amaigrissement. On a perdu 40 grammes, soit une perte d'1,60 €. Voilà. 1,60 € de gras que cette cliente a payé, mais qui finiront à la poubelle. Mais lorsque le poids réduit, le prix lui augmente. En repartant avec seulement 160 grammes de côte d'agneau, cette cliente n'a pas payé 40 € le kilo, mais 75 €. Si vous allez au supermarché, que vous achetez de la viande sous cellophane, elle est déjà pesée et donc elle est vraiment au prix, on pense, on imagine qu'elle est au vrai prix et donc moins chère. Mais pour Sébastien le boucher, ceci est tout à fait normal. Voilà. En fait, on l'achète brute et donc les clients ils payent de la viande brute et ensuite on la prépare. C'est comme quand on achète 1 kilo de clémentine, on achète 1 kilo de clémentine avec la peau même si on la mange pas. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ses clients payent déjà une différence avec le prix de la viande brute. Selon nos informations, cette côte de bœuf par exemple coûte à ce boucher 17 € le kilo. Voilà, ça c'est une côte de bœuf brute. On la met telle quelle dans la vitrine.
la chaîne. Gaëlle va également constater un écart de 10 grammes sur ses saucisses. Elle décide alors d'appeler le service consommateur de la marque pour avoir des explications. Il se peut qu'il y ait eu un dysfonctionnement, si vous voulez. Normalement, c'est calibré, si vous voulez. Ils font toutes la même taille et normalement tous le même poids. Après, il se peut qu'il y ait eu des dysfonctionnements sur la machine de calibrage. Quoi qu'il en soit, je fais remonter l'information à l'usine et puis je vais me permettre de prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer un courrier avec un dédommagement pour ce produit. Très bien. La balance de cet industriel serait défaillante. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ça semble normal. Hein, ça n'a pas eu l'air de la surprendre du tout en fin de compte. Ces quelques grammes en moins pèsent en réalité très lourd. Vendre moins que le poids affiché est une pratique de plus en plus répandue. Car depuis quelques années, les industriels font face à une flambée du prix des matières premières. Commercialisent 4000 tonnes d'agneaux par an. Avant d'être mise en vente, chaque barquette est pesée, car c'est le poids qui va déterminer son prix. Vous pouvez nous montrer où sont les 3 chaînes de production? Oui. Vous avez la première qui est juste devant vous, là, qui pèse les caissettes qu'on appelle. Oui. Les deux agents vont prélever des barquettes au hasard pour ensuite les repeser avec leur propre balance. Alors, 827. 827. On a toujours un peu l'appréhension d'avoir des erreurs. Hein. C'est toujours... 631. Voilà, c'est bon. Impeccable. Mais rapidement, les agents vont constater des écarts entre le poids affiché 332 et le poids réel. 326. Tant que cette différence ne dépasse pas 4 grammes, le directeur reste dans la légalité. C'est ce que l'on appelle l'écart toléré. Sur certaines barquettes, Brigitte et René vont découvrir un écart de poids beaucoup plus important. Alors 1445, 1414, 1585, 1555. On trouve toujours notre grammes. Il y a 29, 30. Le lot que nous contrôlons, on a 30 grammes d'écart au déficit du consommateur. Le 5e, 1470, 1439. Un écart significatif, toujours le même, et toujours au détriment du consommateur. Ce sont les signes caractéristiques d'une fraude. Visiblement, le directeur prend ça à la légère. Ça peut arriver, je veux dire, rien n'est infaillible dans la vie. Vous connaissez quelque chose qui est infaillible? Non. Donc voilà, donc là on constate, on n'a rien caché, il n'y a rien à cacher. L'écart de poids est 6 fois et demi supérieur à la limite autorisée. Donc, être le plus rentable possible pour l'industriel. Le chef va nous dévoiler les méthodes des industriels pour augmenter le poids des aliments. La cuisine prend alors des airs de laboratoire. Donc je tire de l'eau. Et voilà comment Alain utilisait les fameux polyphosphates. Seulement quelques milligrammes, mélangés à de l'eau, puis injectés dans du poulet à l'aide d'une aiguille. Si je le faisais industriellement, il y aurait 2 façons de le faire, ou en injectant avec par machine, avec des grosses aiguilles qui piquent. Le poulet, c'est trop petit. Donc le poulet, lui, on le fait surtout par barattage. Donc quand on baratte du beurre, on remue, on mélange. Et ce sont des machines qui à la fois attendrissent et en même temps permettent à la viande d'absorber l'ingrédient qu'on veut lui injecter. Piqué à l'eau, l'escalope va alors gonfler de 12 grammes. Mais c'est à la cuisson que les polyphosphates vont révéler leur atout principal, et ça n'a rien à voir avec le goût. Un poulet contient naturellement beaucoup d'eau. À la cuisson, il va en perdre une partie, on va avoir environ peut-être 30% de son poids. Ces 30% représentent une perte sèche pour l'industriel. Alain va nous montrer comment les polyphosphates limitent cette perte. À droite, un morceau de poulet naturel. À gauche, un morceau piqué au polyphosphate. On voit déjà plus d'eau dans la partie qui a été non injectée, enfin sur laquelle je n'ai pas mis de polyphosphate. Et sur la partie où j'ai mis du polyphosphate, on voit déjà que le poulet ne rend pas d'eau. Ces 2 morceaux de poulet pesaient exactement le même poids au départ.
En ajoutant de l'eau et en retenant celle naturellement contenue dans la viande, Alain Fornet a réussi à augmenter le poids du poulet de 20 grammes. Celui qui ne contient pas de polyphosphate pèse 118 grammes, celui qui contient du polyphosphate 138 grammes, à partir d'une pièce identique, enfin de deux morceaux identiques, qui à l'origine faisaient le même poids.